C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une de l'actualité, le président Félix Tshisekedi a réuni lundi dans la soirée le Conseil supérieur de la défense pour évoquer des questions sécuritaires à travers le pays, notamment dans sa partie est. Près de 7 morts sont enregistrés depuis le début du mois de février dans le secteur de Bukanga-Lonzo suite à des barrières qu'érigent les miliciens Mobondo dans les villages Kabuba, Makengo et autres, tout en rançonnant les villageois qui ne savent plus se mouvoir. Ce mercredi 7 février à 21h, heure locale, les léopards de la République démocratique du Congo vont croiser les éléphants de la Côte d'Ivoire. Lors de la conférence d'avant-match, le sélectionneur national Sébastien Desabre, accompagné de Charles Piquel, s'est dit déterminé de remporter la victoire, mais aussi a évoqué la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Les joueurs porteront des brassards noirs à la main droite en solidarité avec la population de l'Est du pays. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil supérieur de la défense plaide pour la levée du moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. Cet organe de l'État a lancé cet appel lors d'une importante réunion présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et élargie aux membres du gouvernement ce lundi 5 février 2024 à la Cité de l'Union africaine. Le Conseil supérieur de la défense rassure que les forces armées de la République mettent également tout en œuvre pour récupérer toutes les localités occupées par les forces rwandaises. Suivez. Le Conseil supérieur de la défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale.
Et préoccupé par la situation actuelle à l'est du pays, l'opposant Martin Fayulu Madidi, président national du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, SID en sigle, et candidat malheureux à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Martin Fayulu invite le gouvernement de passer à l'acte contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Jocelyne Massiala pour plus de détails. La situation actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Goma, n'a pas laissé indifférente la classe politique congolaise. La dernière est celle de l'opposant Martin Fayulu Madidi. Pour ce candidat malheureux à la présidentielle du 20 décembre 2023, la RDC doit passer à l'action face aux menaces récurrentes provenant du Rwanda, agissant sous couvert du mouvement rebelle du M23. L'avancée du M23 dans la zone environnante est très inquiétante et nous ne pouvons pas rester indifférents, a-t-il écrit sur son compte X. Cette préoccupation de Martin Fayulu autour de la situation sécuritaire actuelle est intervenue au lendemain du Conseil supérieur de la défense autour des ministres de l'Intérieur, de l'armée et de la police. À en croire Jean-Pierre Bemba, tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas. Et puis, à en croire le porte-parole du gouvernement provincial du Kwango, les miliciens Mobondo ont enregistré des barrières, ont érigé, voulais-je dire, des barrières à l'entrée de certains villages, donc à Bouba et États-Unis, dans le but de rançonner les villageois qui ont du mal à s'exercer à leurs travaux champêtres. Depuis le début du mois de février, au moins 7 décès sont enregistrés. Ceci occasionne un déplacement massif des populations. Rentre à lui là. Le milicien Mobondo est riche de barrières dans plusieurs villages après la récente attaque à la base de 7 morts à Bukangalozo. Après l'attaque contre le village États-Unis au secteur Bukangalozo la semaine dernière, la présence de miliciens Mobondo est signalée au groupement Makengo, non loin de la RN1. Ces assaillants y ont érigé des barrières à l'entrée du village et rançonnent les paisibles citoyens et les villageois ne savent plus se mouvoir librement. Le milicien, par ces barrières érigées à l'entrée du village Kabouba sur la RN1, tente à avoir le contrôle de villages supplémentaires. Les villageois accèdent moyennant beaucoup de tracasseries. Même pour aller aux travaux champêtres devient difficile. Plusieurs villages sont pratiquement en otage. De la première semaine du mois de février, au moins 7 personnes ont été tuées dans ce secteur de Bukangalozo sous la conduite d'un chef milicien Zéro Barré. Cette situation occasionne un déplacement massif de la population. Allez, on change de chapitre à présent. Après l'installation du bureau provisoire à la Chambre basse du Parlement, l'heure est actuellement à l'examen des dossiers des représentants du peuple congolais. Plusieurs commissions sont déjà à pied d'œuvre et disposent d'un délai de 5 jours pour rendre les conclusions avant d'entamer l'élaboration des règlements intérieurs. L'honorable Modeste Bahati Lukwebo fait ici le point sur les travaux en commission à l'Assemblée nationale. Suivez son propos. De cadets, et après avoir mis en place le bureau d'âge, nous avons commencé à examiner dossier par dossier. Et donc, pour faciliter le travail, nous nous sommes éclatés en 4 sous-commissions, étant entendu que Kinshasa est constitué de 4 circonscriptions. Circonscription de Funa, circonscription de Lukunga, circonscription de Moamba et circonscription de Tchamba. Alors, comme nous sommes au nombre de 32 élus du Sud Kivu, 8 vont constituer chaque sous-commission. Et nous avons déjà commencé le travail. Nous avons commencé par le premier dossier et nous allons poursuivre le travail jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. Le bureau d'âge est constitué de Bahati Lukwebo comme doyen. C'est pour vous dire que c'est la jeunesse qui a beaucoup plus eu la confiance de la population. Et 2 cadets, il s'agit de Amini et de Saloum, qui sont donc les deux cadets de notre commission spéciale de validation des membres. Bon, nous allons apprécier, nous ce que nous faisons, c'est de travailler d'arrache-pied. Si dans les 5 jours nous terminons, tant mieux. Si on ne termine pas, on verra.
En tout cas, si tous les éléments sont mis à notre disposition, je pense que les 5 jours devraient suffire. Dans ce même chapitre, la Cour constitutionnelle a débuté le lundi 5 février 2024 les audiences en contentieux des résultats des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Les audiences sont organisées dans la salle Marcel Yaou de la Cour de cassation. Plus de 60 dossiers ont été plaidés pour cette première journée d'audience. Dans les dossiers examinés lors de cette journée, il y a eu principalement ceux des candidats dont les suffrages ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante, puis ont été invalidés par la même centrale électorale pour fraude. Regardez. C'est dans une salle bondée que la Cour constitutionnelle a débuté les audiences en contestation des résultats des élections législatives nationales du 20 décembre 2023. Avocats, requérants et sympathisants s'y sont bousculés pour trouver une place dans la salle Marcel Yaou de la Cour de cassation où ont siégé les juges de la Cour constitutionnelle. 64 dossiers ont été inscrits à l'extrait de rôle de la Cour constitutionnelle. Le premier à être examiné est celui de Nsingi Pouloulou. Candidat à la circonscription électorale de la Funa, il a saisi la Cour en contestation de la décision de la Commission électorale nationale indépendante qui a invalidé sa candidature pour fraude. D'autres candidats invalidés par la CENI ont aussi saisi la Cour constitutionnelle pour obtenir l'annulation de la décision de la centrale électorale. Devant les juges, les experts de la CENI ont justifié la décision de la centrale électorale qui, selon eux, est légale. On sait que le législateur, dans la loi organique, dit qu'il ne peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et en délibéré. Il y a là, de par la volonté du législateur, de larges pouvoirs qui sont reconnus à la CENI, de se saisir de toute question, se saisir ou être saisi de toute question qui relève de sa compétence et en délibéré. Les faits qui ont été déplorés relèvent effectivement de la compétence de la CENI. Assurer la régularité des élections. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, dans son rôle de ministère public, a dans son réquisitoire demandé à la Cour de déclarer recevable mais non fondée la requête de Nsingi Pouloulou et des autres requérants invalidés par la CENI pour fraude. Victor Epengia Molongi défend 3 candidats invalidés par la CENI. Il continue à croire que la Cour constitutionnelle va s'y prononcer contre la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons soumis cette question à la Cour constitutionnelle parce que la procédure engagée par la Commission électorale nationale indépendante était irrégulière. Parce que, vous savez, l'article 19 de la Constitution pose les principes contradictoires. Mais nos clients ont été surpris de voir que non, il y a une décision de la CENI qui les a invalidés, sans pour autant que la CENI puisse préalablement les inviter. C'est comme ça que nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour annuler cette décision, parce qu'il n'y a aucune décision qui peut échapper à la censure des juges. Après les candidats invalidés par la CENI qui ont saisi la Cour constitutionnelle, celle-ci s'épanchera sur les dossiers des candidats qui n'ont pas été proclamés élus et qui contestent les résultats de la centrale électorale. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Après plusieurs demandes de mise en liberté provisoire, la Cour militaire promet de se prononcer le vendredi 9 février 2024 sur la demande des avocats de l'honorable Salomon Kalonda Idi au regard de la dégradation de son état de santé. C'est ce qui a été annoncé après l'audience foraine du lundi 5 février dernier. Et Rantalou est là pour le développement. La Cour militaire a poursuivi lundi 5 février l'affaire Salomon Kalonda Idi en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. L'auditorat militaire avait requis 19 médecins, ceux de la clinique universitaire de Kinshasa et de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaimo, lesquels ont établi réellement que l'état de santé de Salomon Kalonda nécessite une bonne prise en charge. La Cour va donc se prononcer le vendredi 9 février sur la demande de mise en liberté provisoire sollicitée par les prévenus. Elle accède à la demande du ministère public qui sollicite 48 heures. 48 heures tombe jeudi. Or jeudi, ça sera jeudi, il y a
les audiences qui sont prévues. Donc nous allons renvoyer pour le vendredi. Les avocats du prévenu ont à nouveau introduit une demande de mise en liberté provisoire au regard de la dégradation de l'état de santé de leur client pour lui permettre de se faire soigner à l'étranger. Ces avocats restent donc sereins. Nous avons introduit notre demande auprès de la Cour pour solliciter que M. Salomon Kalonda obtienne la liberté provisoire et qu'il aille voir un médecin spécialisé à l'étranger en vue de revenir pour se soigner. M. Salomon Kalonda a été élu. M. Salomon Kalonda a une résidence connue. M. Salomon Kalonda a une attache, je voulais dire, une attache au Congo. Et donc, personne ne peut aujourd'hui contester le fait que la liberté lui soit accordée. Dans l'entretemps, le prévenu est toujours hospitalisé dans une installation sanitaire à Kinshasa. L'Assemblée provinciale du Maniema a validé son mandat comme député provincial et réclame sa liberté. Salomon Kalonda Idi a été arrêté le 30 mai 2023 à l'aéroport international de Njili. On change de sujet à présent. Longtemps représenté dans le Grand Équateur, il était grand temps d'implanter à Kinshasa désormais l'ONG, l'Association pour le développement intégral, la sauvegarde de l'environnement et droits humains au Congo, ADIS-DHC en sigle, à une adresse à Kinshasa. C'est ce qui explique la cérémonie d'inauguration le week-end dernier du nouveau bureau de cette ONG dans la partie est de la capitale, précisément à Kinkole. Suivez ce reportage. De nos jours, tous les individus se trouvent insérés au sein de multiples réseaux et pas uniquement numériques. Parmi ceux-ci, l'action associative, sociale et humanitaire passe souvent par l'intermédiaire d'une myriade d'ONG locales, nationales ou internationales. Face à la disparition ou aux faiblesses de certains États et à la tendance générale au rétrécissement des espaces régaliens, les ONG contribuent en effet à remplir le vide ainsi créé. En RDC, parmi les ONG qui contribuent à l'épanouissement de l'homme figure l'Association pour le développement intégral, la sauvegarde de l'environnement et droits humains au Congo, ADIS-DHC en sigle. Longtemps représenté dans les Grands Équateurs, il était grand temps d'implanter à Kinshasa. C'est ce qui justifie la cérémonie d'inauguration les week-ends derniers du bureau de Kinkole en présence de membres de cette ONG. ADIS-DHC veut simplement dire Association pour le développement intégral, la sauvegarde de l'environnement et les droits humains au Congo. Voilà. Et cela est né dans l'inspiration que nous voudrions participer au développement communautaire de notre pays. Et en le faisant dans une association, donc en collaboration avec d'autres collaborateurs, bien sûr. Et voilà, c'est comme ça que l'idée est partie, parce que nous sommes rendus compte des difficultés des paysans à se développer face à des problèmes de la société, la misère, et surtout dans le cadre de l'agriculture, ils ont des difficultés à produire suffisamment afin d'endiguer la faim dans notre contre notre pays. Et nous avons pensé qu'il serait mieux pour nous de mettre aussi la main dans la pâte, surtout dans la vision du chef de l'État, d'apporter plus de nourriture pour le pays. Et nous voulons nous engager dans ce sens-là. ADIS-DHC est une ONG multisectorielle. Les activités principales sont le forage, l'agriculture, l'environnement, les droits humains, le levage et la santé, pour ne citer que celles-là. Et nous nous focalisons, nous mettons un accent particulier sur l'agriculture. C'est pour ça que ma présence se justifie, parce que l'agriculture, c'est la clé de voûte de tout développement. Vous pouvez tout faire. S'il n'y a pas l'agriculture, s'il n'y a pas la sécurité alimentaire, je crois que vous comprendrez que la vie ne va pas être tenable. Donc notre ONG met beaucoup d'accent sur
Ça dépendra des moyens que nous aurons. Nous devons promouvoir les activités génératrices de revenus. Victimes de la crue des eaux du fleuve, les sinistrés de la commune des Limeti au quartier Kingabwa sont réfugiés au terrain Mboutaya Yesu. Accompagnés par Père Jean Dolo, président du conseil d'administration de l'ONG Adiz DHC, les membres du comité sont allés au chevet des victimes pour leur apporter un soutien moral. Ici, environ 400 ménages, soit 2000 personnes, vivent dans des conditions difficiles. Avec de grandes perspectives d'avenir, l'ONG Adiz DHC compte s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Et en sport, les léopards de la République démocratique du Congo affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire ce mercredi 7 février 2024 à 21h, heure locale, pour le compte de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre, accompagné de Charles Piquel, s'est prononcé par rapport au match contre la Côte d'Ivoire et rassure que ce match sera aussi un moyen de passer le message sur les hostilités que subit la population dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Coach Sébastien, bienvenue à cette conférence de presse. Accompagné de Charles Piquel, milieu défensif des Léopards, les sélectionneurs congolais, Sébastien Desabre s'est montré positif pour le match contre la Côte d'Ivoire visant la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est une belle affiche. C'est un match qu'on attend, nous, avec calme et à la fois calme et à la fois de l'impatience sur le match de demain, parce que les garçons ont bien récupéré du match contre la Guinée. On a encore une séance d'entraînement ce soir et on attend le match demain, effectivement, comme vous l'avez dit, qui va être un match pour moi indécis, mais un match, je pense, assez ouvert entre deux équipes qui ouvrent le jeu. Lors de cette traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre a rassuré la présence de Gaël Kakuta dans le groupe et a profité de cette occasion pour évoquer la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous, mais tout le monde le sait, on veut des joueurs à 100%. Donc, parce que c'est des matchs de haut niveau avec des intensités, donc on a préféré travailler sur Gaël qui avait toute petite contracture à l'ischio, en fait, c'était pas grand chose. Et effectivement, il est remis à 100% et sera disponible dans le groupe de demain si je souhaite. Nous, on va essayer de donner le maximum, de faire un bon match, de défendre haut les couleurs du Congo, comme le disait Charles, que les gens qui souffrent soient fiers de nous, parce que en étant une équipe nationale au Congo, on a cette vocation-là aussi à donner de la joie et des sourires. Les joueurs le savent et forcément demain ça sera un match particulier parce que c'est une demi-finale, mais également un match particulier pour nous pour faire passer des messages d'attachement et de pensée à tous ceux qui souffrent au Congo. En mémoire des victimes des hostilités dans l'Est de la RDC, la FECOFA lance un message de compassion et de solidarité par les ports d'un brassard noir sur le bras droit lors de la rencontre contre la Côte d'Ivoire. Et à présent, je rappelle les principaux titres avant de nous séparer. Le président Félix Tshisekedi a réuni lundi dans la soirée le Conseil supérieur de la défense pour évoquer des questions sécuritaires à travers le pays, notamment dans sa partie est. Près de 7 morts sont enregistrés depuis le début du mois de février dans le secteur de Boukangalonzo suite à des barrières qu'érigent les miliciens Mobondo dans les villages Kabuba, Makengo et autres, tout en rançonnant les villageois qui ne savent plus se mouvoir. Ce mercredi 7 février à 21h, heure locale,
Les léopards de la République démocratique du Congo vont croiser les éléphants de la Côte d'Ivoire. Lors de la conférence d'avant-match, le sélectionneur national Sébastien Desabre, accompagné de Charles Piquel, s'est dit déterminé de remporter la victoire, mais aussi a évoqué la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Les joueurs porteront des brassards noirs à la main droite en solidarité avec la population de l'Est du pays. Et voilà, ce journal est terminé. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Au revoir.